Bonsoir à toutes et à tous. Donc chronique numéro 67. Et dans cette chronique, un peu légère mais de grande importance, je vais traiter du sujet de ma passion, c'est-à-dire, vous pouvez le constater sur cet écran, ou du moins sur la page de garde de mon audio, la musique classique. La musique classique qui, à mon sens, est l'élément le plus important qui permet d'adoucir l'âme, de calmer les esprits et de développer le génie et l'oreille musicale. Et plus particulièrement dans la musique classique, ce que j'affectionne, ce qui me parle, ce qui m'interroge, aussi bien mon âme, mon oreille, c'est le concerto. Alors, qu'est-ce que le concerto? Souvent, nous entendons ici de là parler de concerto, ré majeur, ré mineur, ceux qui sont plus avertis. Également, ce mot est rentré dans le langage quand on dit un concerto de différentes ethnies, ou un concerto de voiture, ou un concerto. C'est un mot qui est rentré effectivement dans ce que j'appelle la vulgarisation. Alors revenons réellement à ce que la définition exige dans ce cas d'espèce, qui est le concerto, qui est lié effectivement à la musique classique notamment. Alors le concerto est une composition musicale, je dirais, qui oppose ou fait dialoguer plusieurs instruments solistes avec une formation musicale, étymologiquement concertare, qui signifie finalement lutter. Alors cette conversation, ce dialogue entre un soliste et l'orchestre se divise en général en 3 mouvements. Premier mouvement, nous avons l'allegro, comme son nom l'indique, l'allégresse, ce qui peut se qualifier effectivement de joyeux, et en même temps, l'allégresse est à la fois un sentiment joyeux, mais en ayant une dynamique de rapidité, de vitesse constante, ce qui n'est pas à négliger. Ensuite, nous avons l'adagio. L'adagio, comme son nom l'indique, cela signifie lent. Et en troisième position, nous avons l'allegro. Alors, nous partons d'un volume joyeux, allègre, rapide. Nous passons à une voix plus, je dirais, plus lente, moins optimale. Et nous revenons effectivement à une voix allègre et rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela, bien entendu, peut être, je dirais, très obscur pour celui qui s'intéresse à la musique classique, pour un béotien ou un néophyte. Alors, ce sont des indications de tempo et de caractère. Elles donnent également, je dirais, la vitesse de la pulsation à travers 3 mouvements. Il s'agit de mettre, je dirais, en évidence les qualités du soliste, sa virtuosité, le premier et troisième mouvement, surtout par des traits brillants. Cela va sans dire. Et surtout, sa sensibilité au deuxième mouvement, puisque nous redescendons vers ce qu'on pourrait appeler d'une façon peut-être plus mécanique, une vitesse de croisière. Alors, les premiers concertos connus sont ceux de Stradella, mort en 1682, et ce sont des concerti grossi, ce qui autorise à placer historiquement, je dirais, ce genre avant les concertos de solistes. Au début du XVIIIe siècle,
Torelli et Corelli sont les principaux créateurs de la forme du concerto grosso, repris par, bien entendu, Albinoni, également Vivaldi, Bach et Handel. Sous cette forme, je dirais que le genre est né en Italie et demeure spécifiquement italien. Certains appelleraient ça le baroque, y compris sous la signature, bien entendu, de Jean-Sébastien Bach. Tombé en désuétude, le genre réapparaîtra, je dirais, au cours du XXe siècle avec Stravinsky, Bartók et Martini. Alors le concerto soliste se distingue du concerto grosso, principalement par son caractère, je dirais, spectaculaire, important, et par surtout l'intérêt qu'il donne à la virtuosité ou au lyrisme individuel. Ne nous trompons pas, habituellement, seul soliste est amené à y donner la mesure de son talent. Cependant, je voudrais préciser qu'il existe des exceptions où plusieurs solistes sont invités au culte de la personnalité. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Concerto pour flûte et harpe, symphonie concertante de Mozart, triple concerto de Beethoven. Alors effectivement, nous avons des éléments qui sont très importants puisque finalement c'est avec Mozart, puis avec Ludwig van Beethoven, que le concerto soliste va véritablement devenir une offrande au culte de la personnalité, celle de l'artiste, du musicien, de l'homme. Alors, la première raison sociétale, parlons dans quelle espèce de ce grand illustre personnage que fut Mozart, un enfant prodige, comme tant d'autres à cette époque, où on découvrait la fascination et l'intérêt pécuniaire pour ces adultes miniatures. Mozart fut montré de cours en cours depuis sa plus tendre enfance, surtout pour l'intérêt qu'on pouvait porter à son talent précoce, et de ce fait, il était non seulement un virtuose au pianoforte, au violon, mais il tenait plus, je veux dire, que tout autre à le faire savoir. La deuxième raison, on pourrait la qualifier comme esthétique, découlant de la première, je dirais, ressemble à un paradoxe. Mozart a su traduire au concerto ce qui lui faisait exceller dans le domaine de l'opéra. Le jeu des oppositions, le goût pour des coups de théâtre, ce goût de la mise en scène du soliste et de lui-même, bien entendu, de la théâtralisation. Et son aîné, Joseph Haydn, ne l'avait pas, d'où le relatif échec de ce dernier dans ces deux domaines. Haydn reconnaissait d'ailleurs volontiers la supériorité de Mozart, répondant au directeur de l'opéra de Prague qui lui demandait un ouvrage lyrique, et on peut, je dirais, difficilement faire bonne figure auprès du grand Mozart. Ce sens, je dirais, aiguisé ou important du coup de théâtre, nous le trouvons particulièrement à l'étude des formes utilisées. Ainsi, dans le premier mouvement du quatrième concerto pour violon, l'auditeur expérimenté et cultivé attend le retour du premier thème annonçant, je dirais, le début de la réexposition. Alors bien entendu, il est de coutume de dire que le mouvement central, lent du concerto, est un peu le domaine réservé de l'expression, voire même de la personnalité du compositeur. Là où les formes rigoureuses des mouvements extrêmes feraient davantage appel à son intellect. La magie, car en ce cas d'espèce nous parlons de magie, qui opère dans les mouvements lents de Mozart, le porte au sommet de ce domaine. Il excelle. Les écoutes les plus flagrantes, de façon très subjective, sont à trouver dans les 21e et 23e concertos pour piano, dans le mouvement lent du quatuor avec flûte en ré majeur, celui du concerto pour flûte et harpe, du concerto pour clarinette et de la symphonie concertante pour violon et alto.
Pour rester sur Mozart, qui fut, je dirais, le génie, après c'est une question d'appréciation personnelle, mais le génie par excellence, je vais un petit peu planter le décor et vous expliquer qui fut Mozart et quelle fut sa jeunesse. Alors il faut savoir que Mozart est né à Salzbourg, donc en Autriche bien entendu, le 27 janvier 1756, et mort à Vienne le 5 décembre 1791. De Léopold Mozart, compositeur, et de Anna Maria Perlt, il est l'un des 6 enfants du couple, dont seulement 2 survécurent. Mozart est un phénomène unique et inexplicable dans l'histoire de la musique. Il est encore sujet à beaucoup de recherches, car il est un point d'incompréhension, ce qu'on pourrait qualifier de, je dirais, d'existence magique, voire miraculeuse. Alors, dès 3 ans, son père découvre en lui une oreille exceptionnelle, un instinct musical infaillible et je dirais même une mémoire prodigieuse. C'est un cas d'espèce où la mémoire est importante. Décide alors, je dirais, de se consacrer entièrement à l'éducation du jeune prodige et à celle de sa sœur Maria Anna. Le petit Wolfgang n'aura toute sa vie pas d'autre maître que ce père intransigeant qui, effectivement, dans sa rigidité, dans sa discipline, essaye de mettre en avant son génie afin qu'il ne perde absolument pas la mesure. Les premières œuvres sont des improvisations, notées soigneusement par celui-ci. Dès 1762, le jeune prodige et sa famille font le tour des cours européennes, Linz, Munich et Vienne, qui furent à l'époque des hauts lieux de l'intérêt musical. Alors il y rencontre électeurs, empereurs, rois, grands artistes du moment. Il est exhibé tel, finalement, au fond, un animal, j'aime pas trop, mais c'est une véritable réalité. Tel un singe ou un animal de foire ou un singe savant, moyennant bien entendu rétribution. Ma foi, il faut être honnête, même si nous avons également aujourd'hui, de façon contemporaine, des grands acteurs qui ont fait des grands films, il leur arrive effectivement de faire des navets pour pouvoir manger. Là, en cas d'espèce, Mozart n'a jamais fait de navet, mais effectivement, il faut bien vivre. Alors cette enfance hors du commun aurait dû entacher sa créativité. On pense par exemple aux jeunes artistes actuels, startisés ou starisés. Trop tôt, n'en fut rien. À 12 ans, le jeune Mozart écrit son premier opéra, Bastien et Bastienne, et ses premières messes. De 1769 à 1771, il voyage en Italie avec son père, donc il ira visiter Vérone, Mantoue, Milan, Lodi, Bologne, Florence, Rome, Naples et Venise. À 16 ans, il est un musicien accompli, son voyage à Paris le mène de déception en déception, les salons parisiens le boudent, il pleure, son amour déçu pour Aloysia Weber, et surtout, je dirais, la mort de sa mère. Il retourne alors, je dirais, à Salzbourg, qu'il espérait du moins quitter pour toujours, et il reprend les fonctions de premier violon à la cour archiépiscopale. Donc là, nous avons en cas d'espèce, effectivement, une des grandes déceptions de Mozart et une grande souffrance latente. Alors, nous en arrivons à 1781, où il va s'installer définitivement à Vienne, d'abord au service de l'insupportable prince-archevêque Hieronymus, qui le traite comme un laquais, ce qui est la norme, soyons clairs, la norme à l'époque. Après une altercation avec celui-ci, Mozart s'installe à son compte et se marie avec Constance Weber. Malgré les succès des concerts, la fortune périclite et la pauvreté inévitablement s'installent. C'est pourtant à l'époque des opéras
Noces de Figaro en 1786, Don Giovanni en 1787, les 3 sublimes dernières symphonies composées dans un temps record de 6 semaines en 1788. Nous en arrivons effectivement de façon, je dirais, réduite aux dernières années. Alors, au fur et à mesure que la misère s'installe, les chefs-d'œuvre s'enchaînent dans l'urgence, comme un besoin viscéral de création afin d'oublier sa triste réalité. L'opéra Così fan tutte est créé à Vienne en 1790. En 1791, sont entrepris quasi simultanément, je dirais, 3 chefs-d'œuvre testament. Alors, les opéras de la Flûte enchantée, ce grand chef-d'œuvre qui reste, je dirais, à la postérité, créé le 30 décembre, la Clémence de Titus, créé le 6 décembre, et le Requiem, œuvre commandée par un mystérieux personnage, le fameux comte Walsegg, qui, désireux de passer pour un grand compositeur, fera plus tard jouer l'œuvre en son nom. Épuisé par ce surmenage, par cette contrainte de création, cette fameuse fuite en avant, par sa santé fragile de très longue date, Mozart s'éteint dans la nuit du 4 au 5 décembre 1791, sans avoir achevé le Requiem, devenu fatalement, comme tous les génies, dépressif. Mozart avait bien pressenti qu'il composait le Requiem de sa propre mort. Pourtant, le 6 décembre, son corps est emporté sans une note de musique et enseveli dans la fosse commune du cimetière de Saint-Marx. Alors, Mozart, qui a été un grand révolutionnaire, dans le concerto, donc j'ai un petit peu expliqué globalement sa vie, il y apporte aussi, je dirais, une personnalisation, par exemple du chef d'orchestre, puisque c'est lui, nous devons le rôle du chef d'orchestre qui est primordial dans la mise en place de la représentation d'une pièce ou d'une œuvre musicale. Si le public n'en saisit pas toujours bien son utilité, celle-ci n'en reste pas moins grande, voire même essentielle. C'est vrai que quand on constate, quand on se déplace, écouter un concerto, on se pose toujours la question, quels sont ces grands gestes que fait ce chef d'orchestre et à quoi cela peut-il correspondre? Alors, c'est vrai qu'effectivement, on dit souvent que le chef d'orchestre est l'œuvre musicale, ce que le metteur en scène est au théâtre. Une façon, je dirais, de constater, je dirais qu'il est un nouvel intermédiaire, et c'est pour ça qu'on peut dire autant de chefs, autant de directions différentes. Et si pour cette même raison, on ne peut à proprement parler d'une technique commune à tous les chefs, on peut néanmoins en tracer, je dirais, les aspects les plus courants. Le bras droit marque le tempo et le dynamisme par l'amplitude du geste, et le bras gauche rappelle les entrées des instruments et explique le sentiment musical. La nature, je dirais physique, même du chef, sa façon de bouger et d'exprimer la musique sont alors une grande importance pour le rendu de celle-ci. Mais à cette représentation physique de la direction d'orchestre doivent s'ajouter des qualités psychologiques et diplomatiques. Le chef d'orchestre doit savoir parler aux musiciens, se les allier, dans un consentement intime, fusionnel, tout en faisant preuve d'autorité. Et n'ayons pas peur de le dire, généralement une soumission acquise, brutalement et sans savoir-faire, bref. Un manque de tact ne mène qu'à une alliance provisoire et souvent mal vécue dont le public peut en ressentir les effets. Aussi, je dirais que la direction, je dirais, d'orchestre est-elle une discipline très complexe
d'excellentes connaissances musicales, des œuvres et des instruments, et des instrumentistes bien entendu. Ils doivent être complétés par une gestuelle expressive et un sens aiguisé de la psychologie de l'orchestre, toutes choses qui font du chef d'orchestre un artiste total qui sait allier en toutes circonstances le corps et l'esprit, l'art et la matière. C'est en cela que je fais souvent référence, je dirais, à Karajan qui pour moi, en ce cas d'espèce, illustre bien ce que je suis en train d'expliquer. Alors, bien entendu, on parle du chef d'orchestre comme étant, je dirais, une forme de culte de la personnalité, une sorte de directoire autoritaire, mais il faut parler également des musiciens qui, je dirais, actuellement, on peut considérer que la structure compte par exemple 43 musiciens permanents, et on peut définir qu'ils ont tous suivi une formation de haut niveau au sein d'un conservatoire ou d'une grande école de musique, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris par exemple, cours de formation musicale instrumentale, d'analyse, d'histoire de la musique, que certains définiraient comme la musicologie. Alors il joue plusieurs programmes dans une année, jusqu'à 120 concerts par an. Le chef d'orchestre, après une première lecture intégrale des pièces avec les musiciens, il réalise, je dirais, un travail détaillé, de passage précis, et donne ses choix musicaux et parti pris d'interprétation notamment. Ensuite vient le temps de la générale, où le programme est filé, sans arrêt, sauf nécessité décidée par le chef, afin d'appréhender, je dirais même, les œuvres dans leur ensemble et se séparer aux véritables conditions du concert. Enfin, la répétition générale se déroule dans la salle où aura lieu le concert et non pas dans la salle de répétition, et l'orchestre symphonique sera présent afin de se familiariser à une sorte de nouvelle acoustique. Voilà, je voulais vous expliquer un peu grosso modo, petit clin d'œil à la musique classique que j'affectionne tout particulièrement, que je veux vous faire partager. Et si j'ai pu répondre à certains points obscurs, je pense que j'aurais réussi mon pari. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.